diffusée en direct sur le site de la Gazette des Communes. Depuis plusieurs mois, on entend beaucoup de choses et leur contraire sur la façon d'éradiquer le SARS-CoV-2, le virus qui cause la Covid-19. Depuis plus de 40 ans, la technologie UVC est reconnue par la science et utilisée comme un bactéricide puissant en milieu hospitalier en particulier. De nombreuses études ont reconnu l'efficacité des UVC dans la lutte contre les bactéries et virus, y compris le SARS-CoV-2, pour la désinfection des surfaces et des aérosols. Parmi les outils en pointe de cette technologie, le robot Lightstrike Germ Zapping de l'entreprise texane Xenex figure comme une arme à l'efficacité éprouvée et redoutable, déjà en service auprès de 800 hôpitaux américains. Face à la pandémie, UV Flash Service innove et propose une solution de décontamination écologique par les robots Lightstrike Germ Zapping. Voilà quelques questions que nous allons aborder avec nos trois invités d'aujourd'hui. Tout d'abord, Philippe Mongreville, président de UV Flash Service. Nous aurons aussi David Mercier, DGS du département de l'Eure, Alexandre Blanc, directeur général de AB Medica. Où en est-on des technologies des infections, des surfaces et des aérosols? Qu'est-ce que la technologie UVC et en quoi est-elle efficace? Comment fonctionne le robot Lightstrike Germ Zapping de Xenex et à qui il s'adresse? Enfin, comment faire appel au robot Xenex? Alors, en amont de notre discussion, Philippe Mongreville, vous êtes le président du UV Flash Service. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de votre société? Bien sûr. Bonjour François. C'est une société qui a été créée en septembre 2020, donc elle est toute récente. Et en fait, elle répond aux besoins qui ont été créés par cette pandémie mondiale qui nous est un peu tombée dessus au mois de mars dernier. Et voilà, j'ai fait pendant 4 mois une étude de marché. J'ai cherché dans le monde ce qui pouvait éradiquer de manière certaine le SARS-CoV-2, l'agent pathogène donc de la Covid-19. Et il y a un seul produit ou mécanisme au monde qui l'éradique, qui a été éprouvé sur le SARS-CoV-2, c'est le robot Xenex dont nous allons parler. Et donc j'ai créé une société pour le distribuer en France, pour le sortir un petit peu du monde de la santé dans lequel il était jusque-là exclusivement. Alors au duplex, nous avons aussi David Mercier, vous êtes DGS du département de l'Eure. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'étendue de votre périmètre? Oui, d'assurer de la continuité de service pour mettre en sécurité le réseau routier, mais également assurer l'ouverture de collèges avec les enfants dans la première vague, les enfants des personnels hospitaliers, et avons dû assurer à la fois un confinement de nos propres agents tout en assurant un certain nombre de missions de service public, celles propres du département, qui sont généralement connues, sociales, etc., mais un certain nombre de missions pour le compte de l'État ou de l'ARS pour la distribution de masques dans les EHPAD, etc. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons dû chercher, un peu en mode crise, comme beaucoup, tout un tas de solutions de désinfection ou de recherche d'équipements de protection. D'accord. Alexandre Blanc, est-ce que vous pouvez nous parler de l'activité de AB Medica? Bonjour tout le monde, merci de m'avoir invité. Donc AB Medica, on est une entreprise qui introduit l'innovation dans le monde hospitalier depuis une trentaine d'années. En particulier des systèmes robotiques. Et donc, le robot Lightstrike de Xenex est apparu cette année comme une technologie qui répond à un besoin nouveau, hein, aussi bien dans le monde hospitalier qu'extra-hospitalier, qui a un besoin d'atteindre un niveau d'asepsie supérieur de façon plus systématique, plus rapide, plus facile. Et donc, nous avons commencé à distribuer le robot en environnement hospitalier depuis le mois de mars-avril. Alors, justement, avant de commencer, nous avons le témoignage aussi en duplex de Annabelle Régnier, qui est du service anesthésie-réanimation de l'hôpital européen Georges Pompidou. Annabelle, vous êtes au cœur, malheureusement, de la pandémie à Georges Pompidou et vous avez choisi le robot Xenex. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le choix et comment vous l'utilisez aujourd'hui? Bonjour à tous, merci beaucoup de m'avoir invité. Donc, en effet, nous avons eu la chance de pouvoir utiliser le robot Xenex pour faire une recherche, notamment suite à la pandémie. Donc, nous avons utilisé comme présentation l'évaluation d'un robot stérilisateur à ultraviolet en complément du bio-nettoyage au sein de nos chambres de réanimation. Donc, il faut tout d'abord savoir que le bio-nettoyage a un rôle crucial dans la prévention des infections nosocomiales. Plusieurs laboratoires ont décidé d'utiliser des méthodes différentes de désinfection par lampe UV. Les UVC pulsés générés par une lampe au xénon, comme celle que nous avons utilisée, sont germicides. Nous avons donc voulu tester l'hypothèse suivante. Est-ce qu'une technique de désinfection robotique par le système Lightstrike Xenex USA
permet de réduire la quantité de bactéries et de champignons sur les prélèvements de surface dans nos chambres de réanimation en complément d'un bio-nettoyage simple. Pour répondre à cette question, nous avons créé une méthode axée sur une chronologie avec 2 situations distinctes qui ont été évaluées. Tout d'abord, la reconversion d'une unité Covid+, en unité Covid-, accompagnée d'un double bio-nettoyage, puis la remise en condition de routine de nos chambres Covid-, après simple au bio-nettoyage. Le bio-nettoyage usuel que l'on utilise est fait par un agent désinfectant détergent. 45 minutes après la fin de ce bio-nettoyage, des prélèvements microbiologiques ont été réalisés grâce à des géloses au niveau des surfaces planes, telles que nos chariots de soins ou nos respirateurs, ainsi que par écouvillonnage pour les surfaces non planes, au niveau des sommiers, barrières de lit, claviers d'ordinateur, éviers ou pousse-seringues électriques. À noter que les écouvillons sont réalisés sur une superficie de 100 cm² et les géloses appliquées avec une durée et une pression standardisées. Par la suite, 2 irradiations de rayons UVC pulsés consécutifs de 5 minutes ont été réalisées grâce à cette machine. Il faut noter que le mobilier a été déplacé entre ces 2 séances, nous permettant ainsi de pouvoir maximiser les surfaces irradiées. À la fin de ces 2 irradiations, de nouveaux prélèvements sont réalisés sous la même forme que précédent. Le site de prélèvement sera lui adjacent au précédent car les bactéries ont déjà été prélevées et une contamination extérieure a pu se créer lors des premiers prélèvements, entraînant ainsi une fausseté des résultats. Suite aux résultats des prélèvements, le nombre d'unités formant colonie de flore aérobie revivifiable et le nombre global de prélèvements positifs par chambre ont été comparés grâce au test de Maltouvenet. Donc, sur un de nos tableaux, les résultats après prélèvement de 9 chambres ayant subi un double bio-nettoyage et de 15 en simple bio-nettoyage, on voit une différence entre l'avant et l'après application des UV. La valeur d'EP reste peu significative pour les chambres à double bio-nettoyage et significative pour les chambres à simple bio-nettoyage. Donc, grâce à cette étude, nous pouvons quand même conclure que les UV permettent de réduire le nombre de prélèvements positifs et le nombre d'UFC de phare par chambre après simple bio-nettoyage. A contrario, l'efficacité du double bio-nettoyage ne permet pas d'observer d'effets significatifs des UV. C'est pourquoi une nouvelle étude va être mise en place et va pouvoir en découler sur l'utilisation des UV sans bio-nettoyage pour reconditionner nos chambres. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. David Mercier, vous avez une utilisation, vous avez choisi pour le département de l'Eure d'utiliser le robot. En tant que collectivité publique, à quelle problématique est-ce que vous êtes confronté ? Alors, l'utilisation du robot s'est imposée après le premier confinement à la rentrée scolaire de septembre, où on a été confronté à la réintégration de 30 000 élèves dans nos 55 collèges et à devoir respecter des protocoles sanitaires importants avec 550 agents dans les collèges qui avaient pour mission d'appliquer ces protocoles. Assez vite, on a été confronté à différentes problématiques. Le fait que dans les espaces collectifs comme les réfectoires, etc., il était assez difficile d'assurer des désinfections régulières, répétées, etc. Et donc, lors de la présentation du robot Xenex, ça s'est assez vite imposé comme étant une solution à 2 titres. En point zéro en préventif pour faire un point zéro dans des réfectoires de collège, par exemple, avec une batterie de séquences programmées de désinfection. Évidemment, désinfection ne vaut pas nettoyage, on est bien d'accord que c'est totalement complémentaire. Et puis, en curatif, lorsque des débuts de clusters pouvaient apparaître dans des lieux collectifs, alors là, plus largement que les collèges, mais tous nos sites potentiels où on pouvait avoir des débuts de clusters ou des personnes qui s'étaient manifestées avec des salles de réunion, salles de session, salles de forum qui ont eu lieu en octobre. La solution du robot venait donner un très bon complément pour assurer ce point zéro qui permet une désinfection et repartir sur des bonnes bases. D'accord. Alexandre Blanc, est-ce que vous pouvez nous parler de cette technologie UV en général et puis UVC pulsé en particulier, pour qu'on comprenne bien de quoi on parle? Alors, tout à fait. La technologie UV existe depuis 40 ans et elle est très intéressante parce qu'elle a un pouvoir germicide. Cependant, la durée d'application pour avoir une efficacité
était assez laborieuse jusqu'à l'arrivée des UV pulsés, qui est une nouvelle technologie qui a été inventée par les Japonais dans les années 2000. Et depuis ça a mis une dizaine d'années à s'installer dans l'agroalimentaire pour désinfecter aussi l'eau des villes, qui a été la première expansion des UV pulsés grâce à la rapidité d'efficacité. Et depuis donc, début des années 2012, la société Xenex s'est constituée autour des UV pulsés, pensant que c'est une solution technologique extrêmement commode d'utilisation quotidienne. La rapidité d'efficacité change la donne en termes d'usage quotidien par rapport à des systèmes d'UV qui existaient jusqu'à maintenant, qui sont plus lents d'efficacité, d'action, et donc qui sont difficiles à mettre en œuvre. Donc, de 2012 à 2015, ils ont perfectionné, ils ont fait 5 robots, 5 versions différentes, afin d'arriver à une technologie qui aussi est sécuritaire pour le personnel qui l'utilise, grâce à des capteurs qui vont permettre de faire en sorte que jamais le robot ne puisse être en fonction avec soit quelqu'un qui le manipule, soit quelqu'un qui est présent dans la pièce. Alors, à ce sujet, excusez-moi, j'ai une question d'internaute. Quels sont les effets des UVC sur l'être humain et comment est-ce qu'on est protégé avec le robot Xenex? Voilà, donc les UVC sont dangereux pour la peau et en particulier pour les yeux. Donc, et en plus, ils sont invisibles. Donc, on se rend compte que c'est potentiellement dangereux. Il pourrait y avoir une lampe UVC allumée dans la pièce, vous ne la voyez pas et ça vous endommage les yeux. Alors, c'est lent et ce n'est pas prouvé, mais c'est très, très probable que ça les endommage et que ça peut amener à des cancers plus tard des yeux. Donc, il faut faire attention et être extrêmement certain qu'il n'y a pas de lampe UVC allumée pendant qu'on fonctionne. Pour cela, différentes solutions ont été amenées sur le robot Lightstrike. Déjà, il fonctionne aussi avec de la lumière, il est couplé, donc les UV, il n'y a pas que les UV, mais c'est extrêmement vif la lumière pulsée lorsque ça fonctionne. Mais surtout, il y a tout un système robotisé qui permet que la lampe soit toujours cachée, on ne le voit jamais en dehors. Et il y a un système qui permet de détecter la présence dans une pièce et du personnel qui détecte que le personnel sort de la pièce. Et donc, lorsqu'il détecte que le personnel est bien sorti, après, ça se met en œuvre. Et s'il y a un quelconque mouvement, immédiatement, le robot interrompt son cycle. Son cycle est aussi extrêmement court, ce qui permet de faciliter cela. Parce que si vous avez des cycles d'1 heure, ça devient difficile, mais sur des cycles de 5 minutes, ça permet de pouvoir articuler une vie quotidienne et une désinfection grâce à ce robot. Donc, ces systèmes ont été peaufinés pendant plusieurs années. Et c'est ça, moi, qui m'a beaucoup plu sur la technologie Xenex. Et je pense qu'elle a 8 ans d'avance sur toutes les autres technologies qui arrivent un peu rapidement sur le marché. Et il y a eu énormément de développement pour sa mise en œuvre quotidienne, au-delà des UV pulsés et de la puissance des UV pulsés aussi, qui actuellement est unique, mais qui sera bientôt. D'accord. Il y en aura d'autres qui vont. Alors, Philippe Mongreville, est-ce que vous pouvez nous parler de l'origine de ce robot Xenex? Alors, comme l'a dit Alexandre Blanc juste avant, effectivement, la technologie, alors le robot Xenex, c'est avant tout la technologie des UV pulsés, qui a été développée par Monsieur Hiramoto, donc un japonais, un petit peu avant les années 2000. Et en 2008, 2 professeurs américains se sont unis, ont créé une société qui s'est appelée Xenex, pour développer un robot qui utiliserait cette technologie des UV pulsés qui avait été inventée, mais qui n'avait pas été développée. 4 ans après, 4 ans de R&D après, ils ont mis au point le premier robot Xenex. Aujourd'hui, nous en sommes à la version 5, mais 2012 est apparu le premier robot Xenex, principalement pour le milieu de la santé américain et les fameuses maladies nosocomiales. Il faut savoir qu'aux États-Unis, vous avez 100 000 personnes par an qui meurent des maladies nosocomiales. Et que dans le cas d'une mort par maladie nosocomiale, ce sont les hôpitaux qui sont responsables. Donc il fallait trouver un système pour éradiquer le plus possible ces maladies. Et ces 2 professeurs ont travaillé pendant 4 ans et ont permis d'élaborer ce premier robot qui s'est appelé le Lightstrike. On parle d'un coût de 15 à 20 000 $ par patient, justement, atteint de maladies nosocomiales, d'où la nécessité de... Oui, alors déjà, on limite les morts d'une manière générale, sans parler effectivement de ce qu'il coûte, mais en plus, effectivement, le coût est exorbitant sur ces sujets.
Alexandre Blanc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est de la validation par les acteurs de la santé publique sur l'utilité des UVC pulsés face à la Covid-19? Voilà. Eh ben, donc, comme vous vous en doutez, changer des protocoles de sécurité, comme les protocoles de désinfection, de nettoyage, c'est des choses qui se font pas du jour au lendemain. Donc, c'est pour ça que, par exemple, à l'hôpital européen Georges Pompidou, ils ont commencé par l'utiliser en complément, en regardant, sans changer leur première méthode, mais de simple bionettoyage, mais de rajouter le robot après un simple ou un double bionettoyage. Et maintenant, au vu de leurs résultats, ça les légitime pour entamer la deuxième phase, qui est utiliser le robot tout seul. Mais évidemment, toutes ces études sont bien structurées et ça prend du temps. Il y a aussi l'hôpital Saint-Antoine qui est en train d'évaluer de la même façon l'efficacité du robot afin de modifier les protocoles de désinfection, entre guillemets, à la française, parce que chez les Américains, c'est devenu le leader incontesté aux États-Unis pour la désinfection, mais il y a des spécificités françaises liées aux agents pathogènes, liées au protocole de nettoyage. Et donc, on est en train de valider les protocoles pour insérer le robot dans la pratique quotidienne afin d'améliorer le niveau d'asepsie à l'hôpital, notamment par rapport à des virus extrêmement transmissibles, où effectivement l'apport d'une technologie rapide et j'ai envie de dire systématique, parce que la lingette avec un produit désinfectant, c'est efficace. Encore faut-il réussir à avoir le temps de la passer partout. Il y a aussi le quid du côté écologique, qui dans un premier temps là, tout le monde l'a laissé un peu de côté, mais le nombre de lingettes à usage unique, le nombre de produits viricides et surtout la rapidité de désinfection, ce type d'appareil, ça paraît extrêmement intéressant. Alors, c'est vrai que les Américains ont prouvé un abaissement des taux d'infection dans les milieux où il a été utilisé extrêmement significatif. Ça a été partout. Il y a une littérature complètement unanime, avec plus d'une trentaine d'articles publiés par les Américains qui divisent par 2, par 3 ou par 4 le taux d'infection dans les environnements où le robot a été déployé, avec des designs d'études extrêmement sérieux publiés dans des journaux à comité de lecture, les meilleurs du monde de la désinfection actuellement. Donc, on est sur ce parcours en France pour implémenter avec les pratiques françaises. Donc, c'est un peu comme les vaccins. Ça a l'air très long pour tout le monde et pour nous en particulier, mais c'est quelque chose d'indispensable de bien valider que c'est des progrès et pas qu'on essaye de progresser rapidement au détriment de certaines choses. Donc, alors, pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, est-ce qu'on peut expliquer ce que sont les UVC pulsés au xénon et comment ils font la différence? Peut-être Alexandre là-dessus, est-ce que vous pouvez expliquer? Après, je demanderai à Philippe Mongreville en quoi cette technologie est plus écologique qu'une autre. Alexandre, s'il vous plaît, sur la partie UVC pulsée. Voilà, donc les rayons de lumière pulsés, c'est un peu comme des vagues extrêmement puissantes. Le robot pulse 67 impulsions par seconde. Chaque impulsion est extrêmement puissante d'UVC et ça fait carrément une lise des parois cellulaires. Ça fait exploser les cellules de virus, de bactéries. Et ça aussi, ça endommage les liens ADN. Ça a 4 mécanismes d'action sur les cellules qui sont très scientifiques, photodimérisation, photocross-linking. Mais en pratique, la lumière UVC qui est pulsée extrêmement puissamment et de façon répétée, ça désactive la plupart des agents pathogènes qui sont connus actuellement. Il n'y en a pas qu'on connaît qui résistent. Et en plus, dans une durée de temps extrêmement courte. Donc, en particulier sur le SARS-CoV-2, nous avons fait une évaluation de l'efficacité sur le SARS-CoV-2. En combien de temps est-il désactivé à hauteur de 4 logs de désactivation. C'est ce qu'on appelle la désinfection. Et ça a été prouvé dans un laboratoire P4 qui est accrédité pour ce type de test sur des virus mortels. Et ils ont vu qu'en seulement 2 minutes,
on pouvait atteindre 4 logs de désinfection, ce qui est extrêmement puissant vis-à-vis des virus. Alors, c'était déjà connu pour Ebola et pour d'autres virus, mais on est les premiers à avoir une évidence scientifique d'efficacité dans la vraie vie sur le SARS-CoV-2. Et c'est grâce à la puissance des UV pulsés de l'appareil qui pulse sur une lampe à 4000 volts, 67 fois par seconde, une lampe au xénon. Alors Philippe, sur le côté non toxique et sur le côté écologique de cette technologie, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Déjà, par rapport à la lumière UV un peu historique, qui est ce qu'on appelle les UV mercure, par définition, on a un gros problème dans le monde avec le mercure, c'est que le mercure, on ne sait pas le recycler. Donc, effectivement, on n'est pas du tout friendly sur le sujet. Et l'avantage de la technologie des UV pulsés au xénon, c'est qu'il est compris dans l'air. C'est un gaz qui est compris dans l'air, donc il n'est absolument pas toxique. Donc la technologie que nous utilisons comporte un gaz qui, lui, n'a absolument aucune toxicité. Deuxièmement, on a fait des études, alors c'était aux États-Unis, on a fait des études sur, c'est une chambre d'hôtel, mais ça peut être n'importe quelle pièce, et on a dit à une personne qui faisait un nettoyage que l'on appelle chimique, qu'elle allait être contrôlée. On lui a dit, voilà, vous allez nettoyer cette pièce que vous nettoyez tous les jours avec les produits chimiques que l'on vous donne. Vous allez être contrôlé sur la qualité de ce que vous faites. Donc, la personne était prévenue. Et on s'aperçoit qu'au mieux, elle va nettoyer 60% des surfaces qui lui ont été données à désinfecter ou décontaminer. L'avantage de notre technologie, c'est que la lumière n'a pas de frein et qu'à partir du moment où on pose le robot au milieu d'une pièce, le robot va nettoyer 100% des surfaces où la lumière va pouvoir être amenée. Voilà, c'est une différence importante par rapport à la technologie mercure et au nettoyage chimique. Troisième différence importante, c'est que la lumière ne dépose aucun produit toxique dans la pièce. C'est-à-dire qu'on envoie les UV, sont les mêmes UV que ceux qui sont envoyés par le soleil, donc ils n'ont aucune nocivité. Et par rapport à d'autres technologies comme l'ozone ou autres, qui laissent effectivement une empreinte écologique sur les surfaces dures et dans l'air, nous ne laissons absolument rien. Nous ne faisons que diffuser de la lumière. Donc la lumière, enfin la lampe agit sur toutes les surfaces, sur toutes les surfaces dures, absolument. D'accord. Alors, une question d'internaute, pourquoi cet outil de guerre contre le SARS-CoV-2 n'est pas plus connu aujourd'hui ? Tout simplement parce qu'il a été créé, je vous le disais, en 2012 pour le milieu de la santé, et même en France, Alexandre Blanc le disait tout à l'heure, lui qui maîtrise parfaitement ce domaine des hôpitaux en France, jusqu'au Covid-19 de mars-avril. Personne ne pensait que l'on aurait un jour besoin d'éradiquer un virus à ce point, que ce soit en France ou dans le monde. Et Alexandre Blanc a eu cette idée, effectivement, en mars-avril, de dire il existe ce robot Xenex que nous utilisons dans les hôpitaux. Il faut que nous demandions, effectivement, à Xenex États-Unis de pouvoir en apporter beaucoup plus pour pouvoir également le sortir du monde de la santé et en faire bénéficier. Alors, on va y venir à un moment donné, mais aussi bien les collectivités locales, comme le disait tout à l'heure David Mercier, à travers les collèges. On a également le monde du sport qui est intéressé parce qu'il est effectivement fortement impacté. Et puis, le monde de l'hôtellerie. Alors, aujourd'hui, les hôtels sont fermés, mais que va-t-il se passer quand les hôtels vont de nouveau ouvrir et comment, dans quelles conditions vont-ils recevoir des clients ? Et ce robot va être connu. Mais il faut se dire qu'au mois d'avril dernier, en dehors de quelques hôpitaux français et des 800 hôpitaux américains qui en disposent, personne ne le connaissait. D'accord. Alexandre, tout à l'heure, vous parliez de photo-hydratation, de photo-division, de photo-cross-linking, etc., de photo-dimérisation. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer très sommairement ce que ça fait exactement aux virus, aux éléments pathogènes? Est-ce que ça les détruit? Est-ce qu'on peut être sûr que tout ça disparaît et est réellement nettoyé? Tout à fait. Alors du coup, c'est difficile à l'oral, mais les UVC, jusqu'à maintenant, ils ont endommagé les liens à l'ADN, l'intérieur sur les gènes ADN des cellules. Et il faut énormément les endommager pour pouvoir arrêter une cellule parce que lorsqu'on endommage quelques gènes, ils peuvent se reconstruire
Donc, du coup, il fallait pas juste un peu les endommager. Le cross-linking, la photodimérisation, les autres choses, c'est carrément ce qui tient les gènes ensemble qui explosent. C'est les murs de la cellule, c'est les murs qui portent les gènes. Et ce n'est pas seulement l'expression du gène qui est gênée grâce aux UV pulsés, ce qui fait que c'est des dommages qui sont irréversibles dès qu'ils se produisent. Et ça permet d'être beaucoup plus rapide et aussi plus certain, plus efficace par rapport aux UV continus. Donc, du coup, cette technologie-là, je veux dire, dans l'hôpital, par exemple à l'hôpital européen Georges Pompidou, en réanimation, là où ils l'utilisent, pour eux, ce n'est pas que le Covid qui les intéresse. C'est pour ça que c'est très lent. Connaissant bien cette technologie-là, ils ont besoin, lorsqu'il y a des patients fragiles, que ce soit tous les agents pathogènes, qu'ils soient protégés de tous les agents pathogènes. Alors, cette technologie-là est extrêmement efficace contre les virus. C'est même son domaine de prédilection, les UVC, contre les virus. Mais en dehors des hôpitaux, c'est vraiment que la Covid qui importe. Et donc, connaissant le fait que dans les protocoles hospitaliers, ce qui est difficile, c'est de pouvoir valider contre toutes sortes d'agents pathogènes et pas seulement un seul, l'efficacité de ces robots-là. Je me suis dit qu'évidemment, le monde avait besoin d'un niveau différent d'asepsie. Hein. Je pense qu'il y aura un avant et un après Covid, comme il y a eu un avant et après Twin Tower. Ouais. Aussi bien dans les aéroports, on a pris l'habitude maintenant d'avoir un certain niveau de sécurité pour se prévenir. Je pense que dans le futur aussi, on va commencer à avoir des gestes barrières et des méthodes de désinfection et d'asepsie qui ressemblent à celles de l'hôpital, parce qu'on voit que dans l'hôpital, on peut vivre avec des patients malades, infectés, sans que le personnel ne s'infecte à partir du moment où il respecte les mesures comme il faut. Alors, vis-à-vis seulement des virus, c'est assez facile à faire. Je pense que le monde va s'éduquer pour pouvoir le faire. Alors, aussi bien, il y a le lavage des mains, les masques, mais nettoyer l'environnement avec un appareil efficace, c'est la chose qu'il faut faire aussi, parce que la contamination, c'est comme une chaîne, il suffit d'une seule erreur et on est contaminé. Mais on peut tout à fait ne pas se contaminer. Et donc, les professionnels de santé ont l'habitude de travailler avec des gens malades et ils ont prouvé qu'en respectant toutes les gestes barrières et les méthodes de désinfection, on peut prévenir la contagion tout en vivant et en étant à côté. Et je pense qu'on va devoir apprendre à vivre avec ce virus ou peut-être d'autres, hein, mais avec un niveau d'asepsie et de méthode de nettoyage qui va augmenter dans le monde afin de pouvoir cohabiter avec des virus. Hein. Alors, avant de parler plus du robot lui-même, on a pas mal de questions. Il y en a une que je voulais vous poser. Quelle est la différence avec une désinfection avec de l'ozone ? Alors, l'ozone, comme la DSVA, comme le peroxyde d'hydrogène, c'est des dispositifs qui peuvent désinfecter, mais il faut atteindre des taux de concentration extrêmement importants. C'est-à-dire, en l'ozone, il faut atteindre 6 ppm. C'est-à-dire, si vous respirez ce genre de concentration, c'est mortel pour l'homme. Donc, il faut des temps d'exposition à l'ozone d'au moins 1 heure, comme le peroxyde d'hydrogène aussi. Donc, il faudrait pouvoir en mettre beaucoup dans les lieux à désinfecter pendant longtemps, ce qui n'apparaît pas une solution pérenne ou utilisable dans le monde. C'est en ça que les UV pulsés sont un game changer, comme ils disent les Américains. Ça change la donne complètement pour pouvoir quotidiennement désinfecter. Ensuite, lorsqu'on envoie un peu d'ozone comme ça, aujourd'hui, aucune étude n'a montré que ça pouvait fonctionner. Toutes les études qui existent montrent qu'il faut des durées d'application qui dépassent 1 heure et avec des taux de concentration qui sont mortels pour l'homme. Donc, il faut isoler les pièces. C'est compliqué à mettre en œuvre. Philippe, une question qu'on nous a posée aussi. Est-ce que ça fonctionne même à l'intérieur d'un tiroir ? Oui, si on ouvre le tiroir. La réponse est évidente. Tiroir fermé, non. Non. Ça ne pénètre pas les surfaces dures. Bon, on va passer à une partie importante, qui est de parler du robot lui-même, de son mode de fonctionnement, à quoi il ressemble déjà. Alexandre, est-ce que vous pouvez nous dire déjà comment il ressemble et comment il fonctionne ? Alors, il ressemble, tout le monde dit à R2D2. Hein, il est
d'une taille où il peut passer partout en roulant. Et donc, il va permettre ensuite, il a une interface qui va identifier qui l'utilise, hein, pour être sûr que c'est quelqu'un qui le connaît et quelqu'un qui ne le connaît pas, ben, il ne peut pas l'activer. Donc, il y a un mot de passe, un système un système pour identifier l'utilisateur afin de savoir qu'il est capable de l'utiliser. Et ensuite, il va déterminer où est-ce qu'il va désinfecter. On peut préparer des protocoles, hein, c'est-à-dire savoir que dans une pièce, à combien de spots on va devoir l'allumer, pendant combien de temps, et l'utilisateur est guidé afin de l'utiliser. Et le robot aussi sait s'il a désinfecté ou pas des endroits, donc va pouvoir émettre des rapports aussi pour savoir que le travail a été fait. Ensuite, c'est très simple, hein, donc la personne l'active, positionne des cônes de sécurité sur les sorties ou sur les endroits où potentiellement des gens pourraient arriver, afin que le dispositif s'interrompt le cas échéant où quelqu'un entrerait dans la pièce. Alexandre, c'est très juste... rapide et très simple d'utilisation. C'est à la fois, c'est ce qu'on appelle de la cobotique. Hein, comment on dit, Alexandre, juste, je vous interromps 2 secondes juste pour que les internautes puissent se voir. Voilà, il ressemble à ça, pour que les internautes puissent voir à quoi j'ai pas le ressemble retour, moi, le l'image, je robot. vois pas ce que les internautes voient. Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non, je n'ai pas le retour. Vous n'avez pas de retour, d'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est donc l'angle d'intervention du robot, Philippe? L'angle d'intervention, c'est 360 degrés, donc on le Alors place... oui, c'est totalement 360 degrés, puisqu'en fait, on le voit sur cette photo, vous avez en fait 4 lampes à l'intérieur qui permettent de traiter à 360 degrés autour du robot. En clair, on le met au milieu d'une pièce et il va traiter l'ensemble de la pièce. Voilà, ça c'est une première chose. Et puis, il va être capable de décontaminer 30 mètres carrés en 2 minutes. Voilà, c'est son score aujourd'hui. Donc évidemment sur un diamètre, voilà. Mais quand on l'utilise entre autres dans les collèges, on fait des rayons comme ça de 30 mètres carrés et on le déplace à chaque fois. Ce qui veut dire qu'on le déplace en fonction... On le déplace, alors il est sur roulette, il ne fait que 75 kg, donc il est facilement manœuvrable par un homme. Et on décontamine sur des rayons de 30 mètres carrés en 2 minutes à chaque fois. D'accord. Alexandre, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les avantages pour l'utilisateur? Est-ce que c'est un outil qui est compliqué? Alors, l'avantage, il est très prédictible par rapport au système, c'est-à-dire on voit très bien où va la lumière et aussi là où elle ne va pas. Hein. Si par exemple il y a quelques endroits dans un tiroir où elle ne va pas, ben, on le sait, donc on va pouvoir compléter par une désinfection manuelle ces endroits-là. Et c'est facile, c'est intuitif, c'est-à-dire là où la lampe est claire, ça fonctionne, là où elle éclaire pas, ça fonctionne pas, donc ça facilite le travail pour des hommes pour pouvoir désinfecter. C'est pour ça qu'on appelle ça de la cobotique, plus que de la robotique, c'est quand le robot est autonome. La cobotique, c'est quand ça vient aider quelqu'un. Et cet appareil est conçu pour aider quelqu'un qui va désinfecter un lieu, pour lui faciliter le travail et pour que ce soit plus reproductible, plus rapide, plus efficace. Alors, à quelle distance est-ce qu'on peut imaginer dire qu'il est opérable, il est efficace finalement, jusqu'à quelle distance? Voilà. Donc, on va parler de décontamination jusqu'à 3 mètres de la source, d'accord? Donc, on parle de désinfection. Donc, ça dépend, c'est de 2 à 4 logs, hein, donc d'abaissement de la charge virale autour de la source de lumière. Vous pouvez nous rappeler juste ce que c'est la différence entre décontamination et désinfection? Alors, désinfection, c'est souvent, on prouve qu'une technique est capable de désinfecter, c'est abaisser de 4 logs la charge présente, hein, c'est vraiment comme un Tila, ça rase tout. Et décontamination, si on abaisse de 2 logs, ça décontamine, ça permet que ça soit plus contagieux, que la charge soit assez faible pour n'être plus. On divise par 100 la présence de virus. Donc le but est de décontaminer un lieu, pas forcément de le stériliser. Ce robot est fait pour décontaminer des lieux, pas pour les stériliser. D'accord. Philippe, pour un utilisateur, est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il y a besoin d'une formation?
Non, non, oui, alors aujourd'hui, on va y venir, mais la commercialisation se fait sur deux façons. Soit effectivement, nous faisons comme nous faisons pour le département de l'Eure à la prestation, c'est-à-dire que nous avons un opérateur qui va avec le robot sur les sites, principalement des collèges, et qui fait lui-même la désinfection. Donc il a été formé par les équipes d'Alexandre Blanc d'ailleurs. Il est également disponible à la vente, ce robot, auquel cas c'est l'acquéreur qui va l'utiliser, et la formation est d'environ 2 heures sur le robot. C'est-à-dire que moi, totalement néophyte et n'y connaissant rien en particulier à la machine, etc., je peux imaginer faire fonctionner. En 2 heures, vous savez totalement manipuler le robot et connaître tous les systèmes de sécurité qui sont nécessaires. Voilà, alors pour les systèmes de sécurité, c'est ce que disait Alexandre, il y a des systèmes de cône, il y a la machine s'arrête s'il y a une présence humaine. Exactement. Donc on est à un niveau de sécurité qui est extrêmement fort, qui a été développé par les Américains. C'est la grosse différence entre le robot Xenex et ce qui peut tenter d'exister aujourd'hui un peu en France, c'est le niveau de sécurité qui est exceptionnel chez le robot Xenex. Alors justement, c'est le seul robot tueur de SARS-CoV-2 au monde, qui a été reconnu par plus de 800 hôpitaux aux États-Unis. Oui. En France, comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos clients, des gens avec qui vous travaillez? Bien sûr. Alors, grâce à Alexandre Blanc et à la société AB Medica, il a été instauré donc. On l'a vu tout à l'heure dans le centre européen Georges Pompidou, également à Saint-Antoine et au Medipôle de Lyon. Et la volonté du VFS, c'est effectivement, je dis toujours, de le démocratiser, de lui permettre d'aller dans des mondes qui ne soient pas les mondes de la santé. Donc voilà, les collectivités locales peuvent l'utiliser et l'utilisent déjà. Le monde du sport, le monde de l'hôtellerie, le monde globalement de la restauration aussi va l'utiliser. Partout où on a des publics qui se succèdent. Je pense qu'on va y venir à un moment donné, mais ce robot est particulièrement efficace sur des endroits où nous avons des publics qui vont se succéder. Voilà. Aux États-Unis, il a été vendu également à l'aéroport de San Antonio, qui l'utilise effectivement pour la prévention des passagers. Et Dieu sait si l'aéroport de San Antonio a beaucoup de public. Il est également utilisé à Hollywood. Il faut savoir qu'Hollywood a été fermé, les studios ont été fermés pendant plusieurs mois, et que Paramount a réouvert ses studios parce que le robot Xenex y a été instauré et qu'il permettait de décontaminer les lieux après montage des décors, juste avant la venue des différents techniciens et des différents comédiens sur les plateaux, après le départ de la même façon des différents techniciens. Ces plateaux sont en permanence désinfectés à Hollywood. Et c'est ce qui a permis de réouvrir l'industrie cinématographique sur les studios Hollywood. Accessoirement, ça a été un objet qui a été utilisé dans une série très connue. Oui. Alors voilà, je crois que c'est la saison 9, je crois, de Grey's Anatomy, où le public français verra, je pense l'année prochaine, le robot Lightstrike dans plusieurs épisodes de Grey's Anatomy. Alors, ce qui veut dire qu'en fait, finalement, l'utilisation du robot, elle est dans les hôpitaux, mais elle est effectivement utilisable dans la culture, dans le sport, dans les transports, dans les écoles, utilisable dans plein d'endroits où il y a du monde. Bien sûr, c'est ce que l'on souhaite. Quand je parle de démocratisation, c'est cela, c'est-à-dire ne pas le limiter au milieu de la santé. Donc, il a été conçu et ses performances ont été dédiées au milieu de la santé. Je le redis, il a été conçu pour éradiquer les maladies nosocomiales. Donc, Alexandre Blanc parlait tout à l'heure de catalogue, c'est excessivement puissant. Mais je persiste à penser qu'effectivement, l'ensemble de la population civile qui n'est pas dans un hôpital doit pouvoir en bénéficier, nos enfants doivent pouvoir en bénéficier, nos aînés aussi. On parle des EHPAD, nous avons fait des décontaminations dans certains EHPAD. Et pour que l'économie globale redémarre, je pense que les restaurants, les cinémas, à un moment donné, auront besoin de systèmes de décontamination qui soient rapides. Je le redis, on décontamine en 2 minutes 30 mètres carrés. Et je vais me permettre de prendre l'exemple d'un cinéma. Si je vais demain avec mes enfants au cinéma, je veux pouvoir être certain que quand je m'assois à ma place, quelle que soit la personne qui a utilisé ce siège auparavant, je peux m'asseoir, je peux poser mes mains sur les accoudoirs, je peux regarder mon film tranquillement. Et ça, je pourrais l'avoir demain parce que, justement, le robot sera passé entre 2 séances et aura totalement décontaminé la salle. C'est ce que vous appelez l'utilisation entre 2 publics. C'est exactement ça. Important. Et on a la même chose
dans une rame de TGV, dans une rame de métro, où effectivement un public sort, un autre rentre. Et là, il faut être capable de faire une remise à zéro bactériologique. Donc c'est clairement ce que fait le robot Xenex. Et c'est ce que l'on fait également dans les collèges, puisque David Mercier tout à l'heure parlait des réfectoires. Dans les collèges principalement, on décontamine très très peu les classes. Ce n'est pas une demande des différents directeurs de collège. Ce qu'ils souhaitent qu'on décontamine, ce sont les endroits où les élèves vont se succéder. Donc les réfectoires, les lobbies on va dire, de récréation qui sont fermés, les couloirs, enfin les endroits où des élèves, des professeurs vont passer les uns après les autres. Et ce que l'on ne veut pas, c'est qu'un endroit où, par exemple, un élève qui est positif au SARS-CoV-2 puisse laisser une empreinte qui va être récupérée par un autre élève. Il faut qu'il y ait une remise à zéro bactériologique qui soit faite entre les deux passages de public. Alors justement, vous parliez de David Mercier. David, comment est-ce que vous vous servez, vous, du robot dans le département? Alors, comme je l'évoquais tout à l'heure, on l'a utilisé en mode campagne de prévention, en passant tous les samedis depuis la rentrée de septembre, tous les samedis dans 2 à 3 collèges, puisque les temps d'intervention sont assez courts et qu'on peut largement l'utiliser, comme cela a été dit. Donc, pourquoi les samedis? Parce qu'il n'y a pas d'élèves, évidemment, et c'était important pour nous de le faire dans des conditions comme celle-là et en complément de nettoyage. Voilà, ça ne servait à rien de passer le robot avant un nettoyage, mais bien après, par exemple. Donc, à titre curatif également, lors de l'émergence de clusters, comme je l'évoquais tout à l'heure, donc intervention systématique au travers du contrat qui permettait des interventions coup de poing et ponctuelles quand on avait des débuts d'infection reconnus par rapport à des professionnels qui étaient identifiés comme étant positifs. Je ne vous cache pas que ça a eu un effet extrêmement positif et très psychologique. C'est-à-dire que les collèges, on a appelé au volontariat au départ et on a été submergé une fois qu'on a fait les premiers essais, par les demandes des collèges pour pouvoir réaliser ces interventions-là. Donc on a été assez victime du succès. Il a fallu qu'ensuite qu'on sérialise et qu'on établisse des plannings pour ce fameux point zéro préventif. Également, dans différentes, on s'est posé des questions sur différents sites, comme je le disais tout à l'heure, qui accueillaient un peu du public, comme l'hémicycle après la mise à disposition au personnel extérieur, etc. Dans l'absolu, on l'a vraiment vécu comme un complément à utiliser ponctuellement sur des lieux plutôt à brassage, pas dans des bureaux, mais plutôt dans des salles de réunion, dans des réfectoires, dans l'hémicycle, dans des salles de forum, etc., pour permettre, en complément du nettoyage, faire un point zéro et être sûr de partir sur des bonnes bases. C'est vraiment dans ce cadre-là qu'on l'a utilisé. On s'en félicite vraiment, et puis je tiens à le souligner aujourd'hui, la réactivité et la souplesse de la société ont été un atout, puisque dans ces périodes de crise, il faut être souple, adaptable et réactif très vite. Et on a tenté de le faire tant sur les fournitures de masques au moment des pénuries et du gel hydroalcoolique que cette solution de complément qui est venue par définition compléter l'ensemble de nos dispositifs d'action. Alors, c'est ce que disait Alexandre Blanc tout à l'heure, c'est vrai que ça complète tout le dispositif pour se protéger de la Covid et ça va au-delà puisque ça nettoie en l'absence de personnel, en l'absence de public. Tout à en fait. gros. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a convaincu de choisir ce robot, David? Alors, c'est vrai que c'est assez curieux, c'est pas quelque chose de connu, en tout cas pas connu dans les collectivités. Donc, la proximité, le hasard a fait qu'on a pu rencontrer Philippe Mangreville et qui nous a parlé de cette solution-là. Et nous étions en plein déconfinement sur l'application des protocoles de rentrée scolaire de septembre, avec toutes les problématiques que nous pouvions rencontrer, tant sur la mise en place des protocoles de nettoyage que aussi sur les grandes difficultés, puisque sur 550 agents dans les collèges, on avait un peu plus de 10%, pratiquement 15% d'ailleurs, 15% de nos personnels qui étaient considérés comme personnel à risque, puisqu'on avait une population assez vieillissante dans nos collèges, donc des gens qu'on ne pouvait pas laisser revenir, etc. Or, vous le savez, ce sont des missions pas télétravaillables, il s'agit de l'entretien et la cantine pour les collèges. Donc, dans ce cadre-là, il a fallu mettre en place très vite un système de remplaçants
pour les nettoyages et assurer des protocoles plus contraignants. Donc, on avait un peu moins de monde, on a fait des remplacements, mais plus de travail pour appliquer les protocoles. Et la solution nous est vraiment apparue, ça a été vraiment évident quand on a fait des essais. Je me souviens très bien, on a fait ça plutôt pour des salles de consultation PMI et très vite, ça s'est imposé comme une évidence face aux difficultés qu'on rencontrait à ce moment-là pour permettre de rassurer les personnels sur place, d'utiliser ça comme un complément et de faire un point zéro. Je ne vous cache pas que le plus gros intérêt que moi j'y ai vu, c'est après l'apparition de clusters ou d'endroits contaminés, de pouvoir, en plus des nettoyages, faire intervenir le robot pour rassurer quant à la réutilisation des locaux. Et ça a été indéniable. Et on n'a pas eu, contrairement à, je sais que j'ai des homologues qui ont eu affaire à ce genre de choses, à des droits de retrait ou menaces de droits de retrait par rapport à l'utilisation de locaux collectifs suite à des infections Covid, par exemple. Et ça a été un vrai atout dans ce cadre-là qui s'est élargi un peu plus qu'au site des collèges, comme je l'ai déjà évoqué. Donc, voilà, alors évidemment, au départ, on était un petit peu sceptique parce que le produit miracle qui arrive avec un look de R2D2 et qui vous fait un truc miraculeux dont on n'avait jamais entendu parler, soyons honnêtes. Voilà, mais la confiance s'instaurant, on avait également un médecin, un docteur départemental qui a regardé les études, etc. Et assez vite, ça s'est imposé comme étant une évidence. Et j'avoue que la souplesse également dont a fait preuve la société par rapport à nos contraintes des samedis, la réactivité, le fait de mettre en place un contrat de location qu'on a renouvelé une première fois ponctuel, ça a forcément pesé dans la balance. Alors, justement, David, je me permets de vous interrompre. Sur cette question-là, il y a plusieurs questions. Comment est-ce qu'il est commercialisé, ce robot quel est son positionnement en termes de prix, Philippe? Alors, ce robot est commercialisé soit en vente directe, c'est un robot qui vaut 150 000 euros, il faut le savoir, mais on est dans de la très très haute technologie. Deuxièmement, il peut être commercialisé sous forme de leasing. Donc ça, c'est assez simple. C'est 4 500 euros par mois pendant 60 mois. Et là, dans ce leasing, on va intervenir le contrat de maintenance qui est donc inclus. Et également, est inclus les consommables. C'est-à-dire les lampes UV qui sont à changer en général tous les 2-3 mois et qui valent 3 000 euros pièce. Voilà. Donc achat, comme je l'ai dit, 150 000 euros, leasing 4 500 euros par mois pendant 60 mois, donc avec les consommables et la hotline et la maintenance. Et de la même façon que David Mercier et l'ensemble des services du département de l'Eure a pu utiliser nos prestations, de pouvoir intervenir avec un technicien, une voiture et un robot. Et là, nous facturons entre 250 euros l'heure jusqu'à 1 500 euros la journée. Et là, on n'est plus uniquement dans la fourniture du robot et au client finalement de réaliser lui-même la désinfection. C'est nous qui faisons l'ensemble de la prestation. Voilà, et on travaille plutôt avec le département à la journée et on est effectivement sur une base de 1 500 euros la journée. D'accord. Alors, il y a deux petites questions. Le webinaire est terminé, mais il y a encore quelques petites questions que je pourrais vous poser. D'abord, combien de temps entre chaque passage, Philippe? En fait, je le redis, le robot permet une remise à zéro bactériologique. Voilà. Le sujet, c'est que si quelqu'un va rentrer 10 minutes après en étant positif et va tousser, cracher ou autre dans la pièce, il n'y a plus de zéro bactériologique. Donc, il va falloir revenir. Donc, ça n'est pas le robot, encore une fois, ne diffuse que de la lumière et la lumière va être curative à un moment donné. Voilà. Donc, il faut le refaire régulièrement et particulièrement, comme le disait David Mercier tout à l'heure, lors de l'apparition de clusters ou tout au moins de premiers cas positifs. Là, il faut tuer le sujet dans l'œuf et il faut intervenir tout de suite dans les pièces où ont été présents les cas positifs, passer le robot pour que les personnes qui reviennent dans ces mêmes pièces ne puissent pas être contaminées. Alors, j'ai une petite question pour Alexandre Blanc. Alexandre, vous l'utilisez, vous, dans vos bureaux? Oui, alors d'ailleurs, je vais rebondir sur ce que disait la personne avant moi. C'est-à-dire que, donc, évidemment, c'est devenu naturel pour protéger les salariés. On est 60 employés. Et au bureau, on s'est mis à désinfecter les parties communes tous les jours et les salles de réunion entre deux réunions.
Et ça plaît énormément parce que c'est très facile et ça sécurise. C'est surtout avant que quelqu'un n'arrive dans la pièce, et ben le robot est passé. Donc dans les salles de réunion, c'est très facile. Hein, entre deux réunions, ça prend 4 minutes. On a une grande salle de réunion, on le fait de part et d'autre de la table. C'est extrêmement commode d'utilisation. Et tous les matins, on sait qu'on rentre au bureau et que si on applique les mesures barrières, on n'aura pas de danger ou de risque. Du coup, c'est vrai que on n'a pas d'inquiétude à venir au travail chez nous. Et ça plaît beaucoup à tout le monde. Hein. Je dois dire qu'on aurait du mal à s'arrêter parce que ça donne un confort de travail, de savoir qu'on arrive dans des locaux tous les jours, parce qu'on va travailler quotidiennement, hein, de savoir qu'au bureau, on est dans un endroit sécurisé. Ça permet de rassurer la famille, parce qu'après, on rentre, on voit peut-être des fois ses parents, ses grands-parents. Donc, le fait de sécuriser l'environnement de travail quotidien, ça apparaît comme quelque chose d'extrêmement positif. Hein. Alors, nos employés, en plus, ils connaissent un peu la technologie. Donc, voilà, quoi. On a Très bien. pas eu de soucis d'employés qui ont peur de venir au bureau. Voilà. Parfait. Écoutez, je vous remercie. Ce webinaire s'achève. Merci à nos intervenants de nous avoir éclairés sur cette thématique. Merci aux internautes de nous avoir suivis pour leurs questions. N'oubliez pas que vous pouvez noter et commenter ce webinaire. Et pour finir, ce dernier sera disponible dans la journée en replay sur le site de la Gazette des Communes. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci Philippe. Merci François. Merci tout le monde. Merci à vous.